Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Effectivement, j'aimerais jusqu'à la fin de l'année te proposer une vidéo par semaine. C'est vraiment mon challenge. Euh, je n'ai pas encore décidé du jour parce que c'est très compliqué pour moi. Je suis infirmière, je travaille à l'hôpital à temps plein de nuit. Donc je travaille de 19h jusqu'à 7h du matin. Je n'ai pas un roulement fixe avec des jours précis dans la semaine, ça change d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc c'est vrai que déjà rien que pour organiser tes tâches de la vie quotidienne ou tes activités ou ce genre de choses, c'est pas forcément évident. Alors voilà, rajouter dessus une chaîne YouTube et proposer du contenu de manière régulière avec une date et un jour précis, ça l'est encore plus. Mais Inch'Allah, j'espère. En janvier, j'ai demandé à réduire mon temps de travail parce que j'étais fatiguée de dire je n'ai pas le temps pour faire ci ou j'aimerais bien faire ça mais je peux pas. Donc j'ai pris mes dispositions et je pense que même, enfin, et même tu vois, la prochaine vidéo je parlerai de ça. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui j'aimerais parler de l'arabité au Maghreb. C'est un sujet qui est sensible. Malheureusement, je trouve ça malheureux que ça soit devenu quelque chose un petit de sensible, de presque politiquement pas correct, d'employer le mot arabe pour le Maghreb. Et aujourd'hui c'est une vidéo de présentation. Parce que bon, l'arabité au Maghreb c'est quelque chose de hyper complexe, c'est quelque chose de très 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 vaste et bien sûr une vidéo ça ne sera jamais suffisant et au-delà de ça ce ne sont que des réflexions que je partage avec toi suite à plusieurs lectures mais je ne suis pas spécialiste en, je sais pas, en sociologie arabe, en linguistique ou ce genre de choses. Mais je reste algérienne euh, et, euh, et ça reste quelque chose qui me concerne. C'est la raison pour laquelle j'aimerais faire plusieurs vidéos sur le sujet. En essayant voilà, de faire des recherches avec des sources fiables et ainsi j'espère pouvoir présenter un contenu de qualité. Donc qu'est-ce qui m'a amené en fait qu'est-ce qui m'a amené à questionner cela? Bon, c'est vrai que mon identité semble toujours porter question dans l'œil de l'autre. Bon, en France déjà, par exemple, par exemple, je commence un nouveau travail et mes collègues commencent à s'intéresser à moi et je me présente, etc. Où j'ai travaillé avant, nanana. Et très rapidement, parce que je suis racisée, on va me demander de quelle origine je suis. Parce que dire que tu es française, c'est pas suffisant. Parce que ça ne correspond pas je ne correspond pas à ce que l'on attend d'une française ou à ce qu'une française devrait être. Non, je suis une française d'origine algérienne. Donc là, on arrive un petit peu mieux à me situer. Lorsque j'allais en Algérie, malheureusement, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée, le Covid n'aide pas du tout. Mais lorsque j'allais en Algérie, même mes pères, hein, ma famille, etc., voilà, me faisaient bien sentir que j'étais une immigrée et pas une Algérienne comme eux l'entendaient. Et aujourd'hui, lorsque je dis que je suis arabe, pareil, et ben, on me questionne et on me demande pourquoi est-ce que je serais arabe alors que je serais maghrébine. Et de différentes manières, ça peut être de manière plutôt bienveillante ou alors des fois de manière très violente en me disant que je me trompe, que je ne le suis pas, que je suis une berbère arabisée et que sais-je encore. Forcément tout ça c'est très violent et c'est très douloureux pour moi. Tout simplement parce que c'est vrai que j'ai déjà questionné le fait d'être française. Je me suis déjà questionnée sur le fait d'être algérienne parce que j'ai reçu par rapport au retour que j'ai eu des autres, mais je n'ai vraiment jamais questionné jusqu'à il y a peu de temps le fait que je sois arabe. Parce que moi j'ai toujours vécu mon, mon arabité, pour moi c'est synonyme de liberté parce que le monde arabe je le vois comme quelque chose qui se conjugue vraiment au pluriel parce que tout d'abord le monde arabe s'est étendu sur 3 continents, à l'heure actuelle plus que 2 parce que l'Espagne et voilà, une partie du Portugal n'est plus arabe. Mais c'est vrai que l'arabe dans sa culture, dans sa langue, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui appelle à la diversité. Euh, et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé un réel réconfort. Aujourd'hui,
on souhaite vraiment comme créer une sorte de scission, je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, mais c'est quelque chose que j'entends de plus en plus, entre le Maghreb et le reste du monde arabe. Comme si le Maghreb serait une particularité, mais que par exemple, qu'il n'y aurait pas de différence entre, je sais pas, entre la Libye et l'Irak par exemple, ou entre l'Égypte et Oman. Ce qui bien sûr est faux, hein. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je ne souhaite... mes intentions ne sont pas du tout de vouloir placer la culture arabe au-dessus d'une autre, en particulier dans le cas de l'Algérie, de la culture berbère, vraiment pas du tout. J'ai un podcast avec mon amie Hana que vous avez déjà eu plusieurs fois sur ma chaîne, qui s'appelle La Voix de Shahrazad, où on redonne justement la voix aux personnes concernées et de cette région-là, du Maghreb, où, voilà, où les différentes personnes qu'on a pu interviewer se définissent et s'identifient par leurs propres moyens, et c'est génial. Donc il faut savoir que le Maghreb, j'ai pris des petites notes parce que ça fait au moins 15 fois que j'essaie de faire cette vidéo, pour vous dire à quel point le sujet est quand même sensible et je n'arrête pas de me questionner et j'ai toujours peur de heurter l'autre, alors que ma démarche découle de bonnes intentions. Donc au Maghreb, on trouve le peuple berbère, qui est le peuple Amazigh, appelé aussi Amazigh, et c'est le premier peuple d'Afrique du Nord. Donc ils ont leur propre, donc les Berbères ont leur propre langue, leur propre gastronomie, même avant l'islam ils avaient leur propre religion, et on les trouvait dans toute l'Afrique du Nord, c'est-à-dire de l'actuel Maroc jusque même en Égypte. C'est un peuple qui a connu plusieurs civilisations, donc il y a eu la civilisation romaine, byzantine, carthaginoise, même phénicienne pendant plus de 2000 ans. Et qui a également connu, la dernière civilisation qui est arrivée, c'est la civilisation arabe qui est apparue au Maghreb au 7e siècle et qui ont apporté l'islam et également les populations arabes, plusieurs populations arabes sont venus dans le Maghreb, se sont installés et d'ailleurs il y a eu plusieurs vagues. Bon, ici le but de la vidéo ce n'est pas de vous faire, comment dire, je ne prétends pas du tout à faire un cours d'histoire sur l'histoire du Maghreb, c'est plus voilà, donner des éléments un petit peu généraux pour recontextualiser. Et donc voilà, les Arabes sont arrivés vers le 7e siècle et on a vu à ce moment-là une émergence d'une nouvelle civilisation arabo-musulmane dans tout le pourtour méditerranéen. Donc moi la question que je me pose, est-ce qu'on peut dire que la manière dont la culture arabe est arrivée au Maghreb, est-ce qu'elle diffère des autres pays du monde? Est-ce qu'elle diffère des autres pays qui constituent le monde arabe actuel? Non, pas du tout. Par exemple, l'Égypte, qui aujourd'hui est un petit peu vue comme l'Arabe, la mère des Arabes, dans le sens où c'est vrai que l'Égypte a énormément contribué à l'essor de la culture arabe via la musique, le cinéma, le théâtre, etc. Mais avant, l'Égypte a-t-elle été toujours arabe de par sa population, sa culture, sa gastronomie, etc. Non, tout comme le Maghreb, elle a été arabisée parce qu'on a souvent, j'entends souvent cet argument qui revient, non mais si les Maghrébins étaient vraiment arabes, pourquoi ils ont été pourquoi ils ont dû avoir, pourquoi il y a eu une arabisation? Il faut savoir que l'arabisation d'Arabe, c'est quelque chose qui s'est passé dans tous les pays qui constituent le monde arabe actuel. La Syrie, l'Égypte, l'actuel Liban, même le Yémen. Moi honnêtement je pensais que c'était au Yémen qu'on retrouvait une des formes, je pensais qu'entre guillemets le vrai arabe, ça aussi c'est un autre mythe, venait du Yémen, et en fait pas du tout. Le Yémen aussi a connu une arabisation. Évidemment que les populations du Yémen avaient une langue qui devait être, qui était similaire à l'arabe et qui était du coup beaucoup plus proche en fait sur le plan linguistique, c'est sûr que je sais pas, que le berbère au Maroc par exemple. Donc de cette civilisation arabo-musulmane,
forcément il y a une transmission qui a été faite dans cette région du monde, et donc jusqu'à aujourd'hui il y a une culture et un héritage arabe qui est vivant et qui continue d'évoluer au Maghreb, notamment via la langue arabe, via les dialectes arabes, même si on entend beaucoup dire que les dialectes maghrébins sont moins arabes que les dialectes égyptiens ou libanais ou syriens ou que sais-je encore. Pour cela, moi je vous conseille absolument d'écouter l'épisode sur la langue arabe dans le podcast Tarab, où il y a un linguiste qui revient. Il y a un linguiste spécialiste des langues arabes, des dialectes arabes et également de la langue de l'hébreu, qui explique que tout ça est faux et que l'arabe algérien c'est bien de l'arabe tunisien c'est bien de l'arabe, et que justement, enfin, c'est une spécificité de la langue arabe, ce qu'on appelle la diglossie, qui différencie en fait l'arabe parlé de tous les jours et qui va évidemment bien sûr emprunter des accents, des mots aussi tirés de la zone géographique dans laquelle il se trouve, de l'arabe littéraire qui est l'arabe dit classique que l'on va utiliser lorsque l'on veut écrire un livre ou de la poésie ou dans un contexte, on va dire, plus officiel. Bon, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, si ça t'intéresse, je peux te mettre le lien en barre d'infos. Il y a aussi évidemment l'islam, qui fait partie aussi de l'héritage de la culture arabe, étant donné que l'extension et la création de cet empire arabo-musulman s'est fait c'est fait sur l'expansion de l'islam. Il y a l'architecture, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est même aujourd'hui l'architecture arabe est bien présent et continue de vivre justement au Maghreb, contrairement au Machalik où malheureusement c'est Médina, mais dû aux guerres, dû à la colonisation, dû à beaucoup de choses, n'existe plus autant. Je m'explique. Vous avez sûrement dû entendre déjà parler du terme Médina, la Médina de Marrakech, la Médina de Kairouan, de Kérouan, etc. Donc la Médina, ça veut dire la ville en arabe. Sauf que savoir que les Médinas arabes étaient structurés sur un plan urbain vraiment très spécifique qui était basé sur deux sens, sur l'ouïe et les odeurs. Donc au centre, on trouve, même jusqu'à actuellement, la mosquée, et autour de la mosquée, on va pouvoir trouver tous les artisanats qui ne vont pas qui ne vont pas faire de bruit lors de la production de ces produits-là. Donc c'est pour ça qu'on va trouver les bijouteries, les orfèvreries. C'est sûr que travailler l'or, ça fait pas beaucoup de bruit. On va trouver les parfums, on va trouver les vendeurs de soie, etc. Ensuite, autour de ça, on va trouver les marchands de textiles. Ensuite, un peu plus loin dans la ville, juste autour, on va trouver toutes les activités qui vont être plus bruyantes, notamment tout, on va dire, le pôle des forgerons, donc qui vont venir travailler le fer, le cuivre, mais également les menuisiers qui travaillent le bois. Ensuite, après cela, on va trouver le marché où il y avait énormément bien sûr de monde, donc il faut imaginer que le volume solaire devait être très élevé et c'est là où on pouvait acheter les fruits, les légumes, etc. Et enfin, dans la dernière partie de la ville, enfin vraiment la plus éloignée du centre, donc du coup de la mosquée, on trouvait tout ce qui était teinturerie et les tanneurs. Voilà, de par, j'imagine, l'odeur qui devait être quand même assez forte. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve encore aujourd'hui actuellement au Maghreb, si vous allez à Marrakech par exemple. Et une autre spécificité des villes et des médinas, c'est la présence des hammams. Donc les hammams aujourd'hui au Maghreb, ce sont des lieux qui sont encore fréquentés de manière, enfin ça fait vraiment partie en fait de la culture des Maghrébins d'aller dans le hammam, et ça c'est également quelque chose qui vient des Arabes qui eux-mêmes se sont inspirés des termes romains et qui ont inclus les hammams dans la vie citadine
de l'empire arabo-musulman. Et une fois de plus, par exemple, les hammams, c'est quelque chose qui n'existe plus trop dans le Moyen-Orient et au Liban par exemple. Aujourd'hui, voilà, le hammam, c'est un mot qui ne sert qu'à définir les toilettes. Et d'ailleurs, beaucoup de Libanais, dont par exemple mon mari, pensaient que les hammams, c'était quelque chose qu'on ne trouvait qu'en Turquie. Et il a été voilà, très étonné quand je lui ai parlé des hammams en Algérie, que c'était quelque chose qui était encore... voilà que, enfin, ma mère par exemple, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y allait y allait toutes les semaines. Les hammams à eux-mêmes, j'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus parce que le hammam c'est tout un rituel, c'est aussi un lieu de vie social et notamment pour les femmes. Donc voilà, c'était un petit exemple. Également, on retrouve la culture arabe est encore vivante au Maghreb. Et elle est encore représentée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prix littéraires, comme notamment le prix du roman arabe, où des auteurs algériens y figurent et y participent. Et d'ailleurs, je viens de finir le livre de, comment s'appelle-t-il, Boualem Sansal, et j'ai lu La rue Darwin, qui est pas mal du tout. Voilà, et quoi d'autre encore? La musique, le registre musical arabo-andalou, c'est quelque chose qui s'est énormément développé en Algérie parce que lorsque l'empire d'Al-Andalus a été... Enfin, c'est terminé avec Isabelle les catholiques, que les Arabes ont fui, il y a eu une deuxième grande arrivée d'Arabes en Afrique du Nord qui ont ramené avec eux justement la musique arabo-andalouse avec ses normes et toute sa science. Et elle est arrivée en Algérie, c'est énormément développé en Algérie avec notamment le Chaabi comment ça s'appelle, à Alger, le Melouf dans l'est de l'Algérie et en Tunisie. Et voilà, et tout ce travail de recherche en musicologie qui a été commencé à l'époque en Espagne et a été continué et perpétré en Algérie, a ensuite influencé le reste du monde arabe. Donc voilà. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question si l'orientalisme et le colonialisme n'ont pas participé à vouloir en fait créer une grande fracture entre les Arabes et les Berbères et voilà, et vouloir les présenter comme deux choses qui s'opposent alors que dans l'histoire il y a quand même des choses qui nous montrent que ça n'a pas toujours été le cas. Je dis pas que l'arabisation a toujours été bien vue par les tribus berbères et je sais pertinemment qu'il y a eu également une volonté d'invisibilisation de la culture. Jusqu'à actuellement on sous-cote énormément la langue amazigh. Je ne veux pas du tout remettre ça en question et pour moi, l'Algérie, elle est plurielle et l'Algérie est berbère. Enfin, dire que l'Algérie est strictement arabe, c'est faux. L'Algérie est berbère, est arabe et comme je l'ai dit avant, a été byzantine, romaine, etc. Et il est intéressant de voir qu'il y a une partie dans l'histoire, qui est quand même un événement très important dans l'histoire et qui n'est pas très connu, c'est que lorsque les Arabes sont allés s'installer dans le sud de l'Espagne et du Portugal, il y a une grande partie de ces conquérants qui étaient berbères et qui ont voulu participer et qui ont participé en fait à la création de l'Andalus et qui ont énormément contribué. Et ça c'est quelque chose dont on n'en parle pas et j'aimerais beaucoup en faire aussi une vidéo. Et également aussi on a un petit peu cette idée que les Berbères en fait n'ont jamais été intéressés par le Moyen-Orient ou n'y sont jamais allés ou n'ont rien à voir avec cette région du monde. Mais en fait les récits historiques nous prouvent le contraire et qu'il y a eu en fait que le monde était bien plus ouvert à l'époque qu'il ne l'est maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Amazirs, bon bien sûr qui voyageaient jusqu'à la Mecque parce que comme tout musulman il était très important d'aller à la Mecque, mais qui également allaient aussi en Syrie et en Irak
pour rencontrer des maîtres soufis, parce que c'est vrai que le soufisme c'est quelque chose qui est très présent au Maghreb et notamment et aussi en fait au sein des Berbères. Et enfin, parce que bon ça fait déjà un bon moment que je parle, pour un petit peu ouvrir cette question, en faisant des recherches, je suis tombée sur un article extrêmement intéressant qui parle sur la hijra des Kabyles. Donc la hijra en arabe ça veut dire la migration. Donc la hijra des Kabyles en Syrie à la fin du 19e siècle en fait, au moment où les Français sont arrivés. Donc c'est vrai quand les Français sont arrivés, il y a eu plus de 10 000 Algériens, donc des Arabes et la plupart d'entre eux étaient Kabyles, qui sont partis en Syrie se réfugier, en fait, qui ne désiraient pas être sous domination française. J'ai pris mon téléphone sur lequel j'ai pris des notes. Donc c'est un article qui a été écrit par Mouloud Haddad, qui travaille au sein de l'Institut français du Proche-Orient, qui est un centre de recherche en sciences humaines et sociales de cette région du monde. Donc il dit: installation, intégration et pérennisation dans la ville. Fonctionnaires religieux, civils ou militaires, artisans ou encore agriculteurs, les Algériens occupent l'ensemble du champ économique syrien. Établis pour l'essentiel à Bab Sirwa, au cœur de la vieille ville, ils sont essentiellement tisserands ou militaires dans des corps spéciaux de l'armée ottomane. Reprenant les informations d'un registre d'immatriculation du consulat datant de 1892, Pierre Bardin confirme que les tisserands, 95 personnes, sont les plus nombreux, pour la plupart des Kabyles, des At-Itraten, département d'Alger, dont c'est la spécialité. Et c'est là où ça devient très intéressant. Les Algériens, perpétuant une longue tradition de lettrés et de savants maghrébins exerçant leur art ou leur magistère à Damas, sont également des acteurs importants de la vie intellectuelle et spirituelle. Plus tard, Tahir el-Jazairi, kabyle né à Damas en 1851 d'une famille de lettrés originaires de Sidi Aish. Donc Sidi Aish, c'est une ville qui fait partie de la jusqu'aujourd'hui, hein, qui fait partie de la Kabylie, est inspecteur général de l'éducation. Il fut un des grands artisans de la Nahda, renaissance arabe, et du mouvement de l'Islah, réformisme musulman en Syrie. Pour cela, il créa la Jami'iyat al-Muqaddas al-Khayriyya. Désolée, c'est de l'arabe écrit en français. Ça veut dire Société pour la bienfaisance, pardon. Une société philanthropique semi-officielle recevant des dons du gouvernement et de riches notables pour la publication d'ouvrages en arabe. Donc c'est vraiment... je trouve que c'est très intéressant de voir que ce Tahir el-Jazairi, qui est né à Damas de parents kabyles, il a joué un rôle central dans la renaissance arabe. El-Nahda, la Nahda elle seule, j'aime beaucoup ce mouvement qui malheureusement est énormément sous-coté de nos jours, parce que c'est vrai que malheureusement c'est un mouvement qui n'a pas pu trop prospérer parce qu'il y a une récupération politique de la plupart des dictateurs arabes à l'époque, notamment Nasser, et qui ont en fait complètement cassé le mouvement et enfin bref. Ça a été malheureusement tragique, parce que quand on regarde et quand on étudie un petit peu les débuts de la Renaissance arabe et les idées que proposait la Renaissance arabe, notamment l'éducation gratuite pour les hommes et pour les femmes, la place de la femme dans la société, etc. Il y avait quand même un côté très innovant. Donc il a participé à ça, et également il faut savoir que le réformisme musulman c'était une des idées un petit peu centrales du nationalisme syrien. Voilà, qui a suivi après pour l'indépendance du pays. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vais vous laisser avec un extrait d'un reportage qui a été fait par un Kabyle qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Tahar Houchi.
qui est allé au Liban, dans un camp de réfugiés palestiniens où il y a trouvé des Kabyles. Parce que justement, après cette hijra qui s'est passée à la fin du 19e siècle, il y a vraiment beaucoup d'Algériens et surtout de Kabyles qui se sont installés à Damas et dans le nord de la Palestine. Bon, évidemment, eux aussi, ils ont connu le colonialisme israélien et c'est pour ça qu'il s'est rendu à Tyr, je pense, il me semble la ville, au Liban pour rencontrer cette population et j'ai trouvé ça vraiment, moi ça m'a énormément touchée de voir comment la langue amazigh a survécu et je trouve ça vraiment vraiment beau en fait de voir comment ce patrimoine a été préservé et justement dans l'extrait de vidéo que je vais vous mettre, bah, vous verrez du coup des Kabyles qui maintenant sont palestiniens, enfin je crois qu'ils se définissent comme ça. Et qui sont dans un camp de réfugiés ouais, à Tyr au Liban. Donc voilà, j'espère que cette introduction un petit peu longue ou cette petite présentation vous aura plu. J'espère que vous aurez également compris les intentions que je mets derrière. Moi, je m'identifie comme arabe parce que j'ai toujours grandi dans la culture arabe, la langue arabe, mes parents, enfin moi quand j'étais petite j'ai grandi avec l'école française, donc du lundi au vendredi comme tout le monde, et le samedi j'allais toute la journée à l'école arabe, qui était une école d'ailleurs tenue par des Tunisiens où j'apprenais l'arabe littéraire, et c'était d'ailleurs le programme d'arabe, enfin c'était exactement le même programme que les Tunisiens apprenaient, enfin que les petits Tunisiens allaient aller à l'école apprendre. Donc on faisait de la conjugaison, de l'histoire géo, on apprenait la poésie, donc voilà, et c'est vrai que bah, tout ce qui est de l'ordre de la culture berbère, la langue berbère, la musique, etc., c'est quelque chose bah, dans lequel je n'ai pas du tout grandi, que je ne connais pas, enfin je ne suis pas familière. Mais par contre aujourd'hui, en grandissant et en m'intéressant à l'histoire de mon pays qui est l'Algérie, évidemment que je veux en savoir plus et que pour moi, il n'y a pas de doute, l'Algérie est aussi berbère. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver très très vite. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, celui de Bourj el-Chemali à Tyr, on regarde un extrait. حرصن ذقو خام إنه تمسلاينا راه يضغنا تعرف كنا نفقا نسن ولا جنيه زي يعني بكادين 58 70 لنس مسلاينا قبايلة أكثر نتورة لأنه نلبى قرانا نخلي ضارة مثورة كذ مدن يا مطوثن عمي سبنانيث والله تسن اللغة مسلايا ما كنت مسلايا نكيني يتعلم صغرنا هذه صيدة. بس كانوا كلهم يحكوا كانوا كلهم يحكوا كنا على طول كان بس يقعدوا كلهم يحكوا هسه ما فيش يعني ابو هشام بيقعد اخته بتحكي اخته الثانيه بتحكي وحتى هكذا ما تعلمتيش؟ لا قول لي كلمه بالقبيلي واحده يعني لو كان اغروم اغروم امشيش اقشيش هيك بعض ما قالكش بحبك بالقبيليه؟ لا وانا قلت لها بس هي معها شفتي ايه هو قال قلت لها حملك نغير بنسى شويه سي بور سا ما تخبى ما فهمتش ما فهمتها ايه دوكا فهمتيها دوكا خلاص حملاق حملاكم لو كان حملاق حملاق كيما طاس انا قيمه غير باقي انا نغا انا ايه حملاق كما طاس لو كيما حملاق راين مع 10 هذا المده هاكي كل شحال مع 10 بشحال؟ انا مع سياره المده هاكي كل شحال صار لها قريب 33 34 سنه. Voilà, assez fascinant de voir le berbère parler dans un camp de réfugiés au Liban.